Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bienvenue à ce tout nouvel épisode du Balado Passé décomposé. J'espère que vous allez bien et je vous garantis que comme Martin et moi, dans quelques semaines seulement, vous aurez ce jingle en tête. Je m'appelle Guillaume Beaulieu, je suis très heureux de vous retrouver, cher public, et également très content de te retrouver, Martin, mon cher ami. Ben moi aussi, mon cher. Et puis, écoute, on a lancé ça en grande il y a 2 semaines à peine et puis déjà, les réactions sont là, hein? On veut vous remercier, vraiment là, un immense merci pour votre intérêt rapide envers notre émission. C'est vraiment super touchant que vous nous suiviez dans tout ça et vous avez accroché à tout ça vraiment rapidement. Et un immense merci pour tout ça. Ben moi, je veux dire merci à tes déjà auditeurs, hein, que tu as déjà une bonne banque d'auditeurs et de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai comme l'impression que tu as traîné beaucoup de gens avec toi, tu les as entraînés dans le sillon, puis moi, ça a grandement aidé, puis j'espérais une réponse comme ça, je te l'avoue, mais de le voir effectivement dans nos chiffres de téléchargement, c'est plus que ce qu'on espérait. C'est magique, c'est ça notre salaire. Exactement. C'est ça notre salaire. Avant d'aller trop loin, je me dois de remercier notre commanditaire pour cet épisode, soit l'Institut Drouin, les experts en généalogie au Québec, avec plus de 100 millions d'images de documents historiques, 15 outils de recherche et une communauté de milliers de membres. On vous rappelle d'aller visiter notre site web passédécomposé.com, sans accent évidemment, afin de découvrir nos épisodes précédents, mais également pour nous écrire des idées de sujets de discussion comme des rassemblements d'un certain nom de famille ou alors des anniversaires d'événements marquants. Vous n'êtes pas obligé de nous soumettre des noms de famille à explorer parce que juste avec les noms de famille, on pourrait en avoir pour à peu près 24 saisons. Martin, c'est pas ça qui manque, mais si vous avez des idées, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, hein, oui. Vous savez que dans l'émission, la structure de l'émission fait en sorte qu'on parle évidemment d'une grande famille qui a aidé à créer le Québec que l'on connaît aujourd'hui, mais on parle également de thèmes, donc de divers sujets à saveur historique de la Nouvelle-France. Gênez-vous pas pour nous soumettre des idées si vous en avez. Si vous avez aussi des gens que vous pensez que ça serait intéressant qu'on puisse les avoir en entrevue. Nous, on est en train de se créer une liste, mais vous avez peut-être des bonnes idées. Gênez-vous pas pour nous les lancer. Petit rappel également que Martin et moi, on n'est pas des généalogistes ni des historiens, mais bien des amateurs de généalogie et d'histoire. Et tout ce qu'on dit dans les épisodes sont validés par des sources fiables que vous trouverez dans la description de chaque épisode. Est-ce que tu es prêt à commencer ça, mon cher Martin? Je suis prêt. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je suis prêt. Ça fait 2 semaines, j'attends. Ben, c'est ça. Donc, pour l'actualité généalogique de cet épisode, je vous parle des élèves de l'école secondaire Jean Rimbaud de Drummondville, ainsi que leur enseignante de français Annie Jutras, qui ont reçu le prix Généalogie 2025, donc Jeunes et Généalogie. Le prix a été remis par la Fondation québécoise des sociétés de généalogie. Ils l'ont obtenu grâce à un projet qui a été initié justement par Mme Jutras en collaboration avec la Société de généalogie de Drummondville, la SGD, qui a exploré qui sont ces élèves puis d'où provenaient les ancêtres de leurs élèves. Donc, c'est un projet scolaire. Projet scolaire qui a été totalement initié par Annie. Mme Jutras, dans le fond, elle s'intéresse depuis très longtemps à la généalogie. Lorsqu'elle a fait découvrir le livre Là où je me terre de Caroline Dawson, qui est une autrice qui a voulu reproduire son arbre généalogique, donc dénicher ses ancêtres et tout ça. Elle a trouvé ça tellement intéressant, elle l'a fait lire à ses 85 élèves de 5e secondaire et a décidé de faire un projet par la suite avec ça. Donc, ils se sont rendus à la Société de généalogie de Drummondville. En amont, les élèves devaient faire une petite enquête pendant le temps des fêtes, donc ils devaient parler avec leurs parents, grands-parents, essayer de connaître le plus de noms possible pour qu'ils puissent aller faire les recherches. Puis il y a même un élève là, qui a dit au journal « J'ai été étonné du fait que beaucoup de fils aînés d'une famille avaient le même prénom que leur père. » Puis c'est effectivement quelque chose qu'on voit souvent, que le premier enfant, souvent le premier fils d'une famille va avoir le même prénom que son père. Et ça peut durer sur plusieurs générations. Parfois, il y a le même prénom sur 4-5 générations en ligne. Il y a plusieurs élèves qui ont tenu à souligner le travail des nombreux bénévoles dévoués là, qui travaillent pour la Société de généalogie. Puis, très humble dans cette victoire, l'enseignante a dit au Journal Express « Quand j'ai su qu'on a gagné le prix, je me suis dit qu'il devait
qu'on devait le remettre à la société de généalogie parce qu'il y a un montant d'argent qui était associé à ça et elle a décidé d'entrée de jeu de le remettre à la société de généalogie. Donc, on félicite Annie Jutra et ses élèves pour ce magnifique projet. Notre thème du jour, mon cher Martin. Oui, notre thème du jour aujourd'hui, les liens d'union. Exactement. Comment faire pour rencontrer notre future âme sœur à l'époque où les Tinder et Facebook rencontres de ce jour n'existent pas? Aïe, aïe, aïe. Ah ben, on a traité d'une façon... Il y a 2 semaines, lorsqu'on a parlé des filles du roi. Exactement. Eux, c'était déjà préorganisé. Ils s'en venaient ici dans l'espoir de rencontrer et de se marier, mais c'était pas toujours comme ça. Hein? C'est pas tout à fait comme ça, effectivement. Entre le 17e et le 19e siècle, les jeunes se rencontrent principalement dans 2 grands moments. Pas grand-maman, là, mais grand-moment. D'abord, il y avait des soirées dansantes qui étaient très populaires auprès de la jeunesse canadienne-française. C'était des moments qu'on appelait les grandes veillées. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des violons qui jouaient des airs enjoués. C'était un moment de bonne vie. On s'amusait beaucoup dans ces moments-là. Par contre, c'était pas un moment pour apprendre à connaître un prétendant ou une prétendante en profondeur parce que justement, il y avait trop de bruit. C'est dur d'avoir un temps seul à seul. Bon, fait que c'était plus un moment pour spotter en bon français un possible prétendant. Se dire, celui-là ou celle-là a de l'air pas pire quand même. Puis j'imagine que trop se rapprocher du sexe opposé en public à cette époque-là, c'était pas trop bien vu. Donc, une petite danse où on n'est pas trop collé, mais ça devait se limiter à ça. En public et sans les parents en plus qui chaperonnent. L'autre moment où les jeunes célibataires pouvaient se rencontrer, c'était via ce qu'on appelle les corvées. Donc, il y avait entre autres les récoltes ou le temps des sucres. D'ailleurs, durant le temps des sucres, les prétendants les plus timides, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils moulaient des petits cœurs en sucre pour les donner à des femmes qui voulaient séduire, alors que les plus entreprenants vont carrément prendre le moule du cœur et inscrire « Je vous aime » au fond du moule et remettre ensuite ce cœur-là. D'ailleurs, l'expression « mon petit cœur en sucre » est partie d'à peu près là. Donc, c'est pas, ça sort pas de nulle part, cette expression-là. Ah, ben écoute, avec le printemps, c'est pas juste le temps des sucres, c'est le temps des amours. Exactement. Mais étant donné que tu nous dis que c'était pas vraiment le bon moment, ou en tout cas dans ces moments-là, pour connaître l'autre personne à fond, comment on faisait quand on voulait être certain que c'était la bonne personne? Il fallait toujours avoir un minimum d'interaction avant de demander la main en mariage, j'imagine? Exactement. Donc, à ce moment-là, les jeunes tourtereaux vont déjà être considérés comme en fréquentation quand ils vont décider de se voir seul à seul. On avait les grandes veillées tantôt. Là, maintenant, on va parler des petites veillées. C'est quand l'homme va se rendre au domicile familial de la jeune femme afin qu'ils puissent passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître, non pas sans chaperon, évidemment. L'homme pouvait se rendre chez sa prétendante durant les bons soirs. Les bons soirs? Oui. Que c'est ça, les bons soirs? On ne se rendait pas chez notre prétendante quand on voulait. Les bons soirs, c'est les mardis, jeudis, samedis ou alors un soir de fête. En dehors de ces moments-là, c'est pas le temps de rencontrer des gens, puis même que ça va être mal vu de se rendre chez son prétendant ou sa prétendante ces soirs-là. On doit travailler, il y en a d'autres qui vont à l'école. Bref, on fréquente pas quelqu'un n'importe quand. C'était très conventionné, c'est ce que je comprends. Très conventionné, c'était seulement durant ces soirs-là. Puis, sans être obligatoire, c'est quand même un peu resté dans notre mentalité de nos jours. Je sais pas pour toi, Martin, mais quand j'ai rencontré ma femme, c'était pas nécessairement un mercredi soir que j'irais prendre un verre. Oui, effectivement. Bref, les jeunes vont pouvoir passer la soirée ensemble jusqu'à un moment très précis. Quand le père de famille se levait et allait remonter l'horloge, le prétendant devait comprendre qu'il était temps pour lui de prendre ses affaires puis s'en aller. OK. Quand je disais conventionné tantôt, c'est vraiment pas juste dans la journée. Il y avait tout un rituel déjà convenu. Tout à fait. Puis si on a des auditeurs un peu plus jeunes, là, remonter l'horloge, c'était une façon de s'assurer d'une alimentation constante du mécanisme puis de s'assurer dans le fond qu'elle garde toujours la bonne heure. Mais en même temps, c'est rappeler à la personne que mon horloge est à bonne heure. Puis à l'heure qui est là, ça serait l'heure que tu y ailles. Il serait temps que tu prennes tes affaires et tu t'en ailles. Oui. À ce moment-là, ben, on commence à, je dirais, faire plus une affirmation. Là, quand tu es rendu à cogner chez quelqu'un puis rentrer, ben, si tu te trouves à dire haut et fort, ben, je suis intéressé par votre fille, monsieur un tel. Donc, on commence, le concept de l'exclusivité arrive et là,
on s'affiche. Oh, ça non. commence à être connu, non? Bien sûr que non, mon cher. Durant la période de fréquentation, là, la femme, elle va pouvoir fréquenter plusieurs hommes à la fois. On s'entend, la fréquentation à cette époque-là, là, c'est rencontrer quelqu'un. Dans le salon avec papa. Exactement. Ouais, là, okay. donc, on parle, on apprend à se connaître, on regarde s'il y a une certaine chimie. On est encore très, très loin des rapprochements physiques. Donc, c'était pas mal vu de fréquenter plusieurs hommes à la fois parce que c'était juste une façon d'apprendre à en connaître plusieurs. Ça marchait-tu de l'autre bord? Le monsieur, pouvais-tu aller cogner à la porte de plusieurs madames? Ça, c'était moins fréquent. Par contre, je t'avoue avoir fait quelques recherches là-dessus pour m'assurer, puis il y a pas rien qui indiquait que les hommes le faisaient. C'est peut-être plus par en dessous, eux autres, les snoraux. Ah, ben parce que là, ça voudrait dire, mon cher ami, qu'en quelque part, c'était un peu les femmes qui avaient le pouvoir de décider. Tout à fait. C'est elles qui décidaient est-ce que ça leur tente et pas. Puis, c'est même pas caché là, que la femme elle va fréquenter plus qu'un homme en même temps. Et justement, étant donné que les hommes savent ça, ben, ils vont décider de jouer du coude, puis devenir assez galants, puis offrir même certains cadeaux. Et les femmes pouvaient accepter ces cadeaux-là, mais il y avait une règle très claire, Martin. Lorsque la femme avait fait un choix final et décidé de s'engager un peu plus sérieusement avec un homme, elle devait mettre les choses au clair avec ses autres prétendants, de dire « je suis casée avec lui et je n'accepterai plus aucun cadeau de ta part ». OK. Donc, ce que je comprends, c'est l'image qu'on a que dans l'ancien temps, c'était des mariages forcés, arrangés. C'était pas ça veut pas dire que c'est pas déjà arrivé, mais la coutume, c'était pas ça, là. C'était le bal que tu m'expliques là, exact. Les prétendants qui viennent cogner à la porte et la jeune fille qui va faire son choix parmi les nombreux prétendants. Tout à fait. Puis jusqu'au milieu des années 1900, là, le mariage, c'est un peu un mariage d'amour, oui, parce qu'il y a quand même une certaine attirance, mais c'est surtout un mariage de raison. On en a parlé rapidement dans le dernier épisode, mais tu sais, les femmes arrivaient avec une dot, donc des biens matériels, des biens monétaires. Donc, au-delà de l'amour, on veut quand même s'assurer que la femme va marier... la femme qu'on va marier, elle va amener un bon patrimoine avec elle aussi. Donc, sans être un mariage forcé nécessairement, les hommes de la paroisse vont se parler entre eux. Par exemple, un monsieur qui va dire « Hey, moi, j'ai une fille célibataire de 17 ans. Toi, ton fils est célibataire. Oh, OK, parfait, il viendra chez nous. Ça pourrait être un bon parti pour ma fille. » Fait qu'on parle pas nécessairement de mariage forcé, mais je pense qu'il y a des rencontres qui sont peut-être un peu plus forcées. Il y avait des jeux de coulisses. Exactement, des jeux de coulisses. Je trouve que c'est super bien dit. M'excuse de t'interrompre, mon cher ami, mais la dot qui vient avec la prétendante, c'est du capital, ça. C'est une valeur que l'homme va acquérir pour sa famille lorsqu'il va marier la prétendante en question. Mais dans la sélection du côté de la femme, quand elle faisait son choix, est-ce que c'était un choix d'amour, d'attirance ou il y avait aussi cet aspect-là, ben lui, il y a une grande terre, il y a beaucoup de biens, donc je vais peut-être plus aller vers lui parce que je vais avoir peut-être une vie plus heureuse, plus aisée. Possiblement qu'il y ait effectivement cette mentalité-là. Puis tu l'as dit avec les jeux de coulisses, je pense pas qu'un homme qui est père d'une jeune fille célibataire va nécessairement aller voir la personne qui est la plus pauvre ou quoi que ce soit du village pour dire « j'ai quelqu'un à te présenter ». On restait le plus possible dans les mêmes classes sociales pour que ça soit somme toute pareil. Mais bon, évidemment, là, les familles vont s'assurer de prendre un bon parti pour leur enfant. Les couples se sont fréquentés. Mm-hmm. Donc, les petites visites, les petites soirées, la dame a fait son choix. Elle annonce aux autres prétendants, c'est terminé pour vous, messieurs. Oui. C'est un tel qui a gagné. Donc, après ça, on est rendu où? On est-tu tout de suite rendu au mariage ou il y a une période de fréquentation formelle? Il y a une petite période de fréquentation, mais on parle d'environ plus ou moins 1 an. En tout et partout, rapidement va arriver la demande en mariage. Il y avait 2 façons de faire sa demande en mariage. La petite demande et la grande demande. C'est quand même une évidence avec les noms, là, mais la petite demande, c'est quelque chose qu'on faisait plutôt discrètement. Donc, sans grand flafla. C'est une demande qui se faisait tranquillement devant quelques membres de la famille, de la future épouse sans plus. Alors que la grande demande, ben là, c'est autre chose. D'abord, on va s'assurer que les pères des futurs époux soient présents. Et souvent, les mères étaient présentes également, mais encore une fois, malheureusement, ce ne sont pas elles qui avaient la plus grande place à l'époque. D'autres membres de la famille éloignés peuvent être présents aussi. Puis là, les grandes demandes, ça va se faire durant des rassemblements de famille, par exemple, ou quand il y avait vraiment beaucoup de gens sur place. Cela dit qu'on fasse la petite ou la grande demande, la première étape restait la même, soit de demander la main de la future épouse au père de la jeune femme.
Donc, c'est la fameuse demande en mariage, le genou par terre, et puis on devait demander aussi, si je ne me trompe pas, la permission devait demander la main au père. Donc, le père pouvait, à ce moment-là, dire oui ou peut-être dire non, mais si on a suivi les étapes que tu as dit précédemment, le papa, normalement, il l'a vu passer, le jeune homme, là. Il connaît déjà quand même. Il l'a mis dehors avec son horloge à quelques reprises. Ouais. Donc, c'est rarement une surprise pour ces hommes-là aussi quand l'homme va aller le voir en disant « Je serais intéressé à marier votre fille ». C'est rarement des grosses surprises. Écoute, avant qu'on aille plus loin, Guillaume, on a déjà dit dans un épisode, dans l'épisode précédent, qu'on voulait laisser une place aux Premières Nations. Oui. Est-ce que leur façon de faire était semblable dans leur culture ou c'est totalement différent? Bonne question. Du côté des Premières Nations, c'est un petit peu différent. Pour déclarer sa flamme à une jeune femme, l'homme va prendre un bout de bois qui va tremper dans le feu et va s'approcher de sa prétendante. Si jamais elle est intéressée, elle va souffler sur le feu pour l'éteindre et les deux vont pouvoir se retirer un petit peu plus loin pour discuter et même parfois plus parce que oui, chez les Premières Nations, la sexualité et la nudité, ce n'est pas quelque chose de tabou, contrairement aux Canadiens français catholiques. Puis aussi, chez les Premières Nations, il y avait des mariages et il y avait même ce qu'on appelle, entre guillemets, des démariages. Donc, un peu comme les divorces d'aujourd'hui. Donc, sur cet aspect-là, les Autochtones avaient une beaucoup plus grande ouverture d'esprit, ce qui avait d'ailleurs grandement choqué Jacques Cartier dans ses premières années au pays. Étant donné ces nuances-là assez importantes, ces distinctions assez importantes-là, les mariages métis, ça se passait comment? D'un point de vue de la famille autochtone, marier un Français, c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Parce que c'est une main tendue entre les deux peuples. C'est d'étendre un réseau social, c'est de travailler en équipe entre les Premières Nations puis les colons. À l'inverse, la famille du Canadien français va quand même accepter le mariage, mais avec un peu moins d'enthousiasme. Ça sera pas mal reçu, ça sera pas mal vu, mais je pense qu'ils seront pas autant content que l'inverse. Ouais. Tantôt, tu as ouvert une belle porte, tu as parlé de sexualité qui n'était pas tabou chez les Premières Nations. Mais les Canadiens français, de ce qu'on connaît de la religion des Canadiens français, ça devait être autre chose. Ça devait être un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. Bien, les relations sexuelles n'étaient que pour le mariage et pour enfanter. Et surtout, à ce moment-là, le double standard est excessivement présent. La fidélité au mariage et le fait de devoir être vierge ou puceau au mariage, c'est un devoir qui est pas mal seulement féminin. Il n'y a pas de loi qui régit ça, mais c'est quand même ancré dans les mentalités que la société exige que les femmes soient chastes et pures en dehors du mariage et va condamner les relations extra-conjugales même des femmes, mais va tolérer celles des hommes. Ben oui, hein? Donc, les iniquités, ça n'a pas commencé hier. Non, effectivement, on part de loin. On se rappelle qu'il y a aussi plusieurs hommes qui étaient des coureurs des bois, donc qui faisaient la traite de fourrure avec certaines Premières Nations. À ce moment-là, ils vont partir pendant des jours et des semaines, voire des mois. Et on se rappelle ce que j'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas de problème avec la sexualité pour les Autochtones. Il y a donc certains colons qui vont profiter de cette ouverture pour vivre la sexualité avec elle. Ben oui, quand c'est si gentiment offert. Pourquoi dire non? On est prêt à s'engager, donc les étapes pour procéder au mariage, après ça, c'est quoi? On choisit une date, puis on envoie des faire-part? Comment ça fonctionne? Ben, pas très loin. On choisit une date, effectivement. On va annoncer le tout au curé de la paroisse qui va s'assurer de faire une publication de bans. Les bans de mariage, c'est une façon d'annoncer un mariage futur à tout le monde de la paroisse pour que si jamais il y a une opposition quelconque, on puisse dire « Hey, non, attends, moi, j'ai déjà été marié avec telle personne » ou « Il m'avait promis des choses. » Donc, c'est une façon de l'annoncer. Et là, par ban, je t'arrête, le ban, on parle pas d'un ban comme un ban d'église. Là. C'est pas BANC, là. C'est BAN au singulier ou BANS au pluriel. Donc, c'est une annonce. C'est l'équivalent de publier dans le journal un tel et une telle. On a l'intention de se marier telle date à tel endroit. Ils sont les fils de, filles de. Donc, on donne l'information. Puis s'il y a des gens qui ont des raisons de s'objecter, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire là. Puis aussi surprenant, du moins moi j'ai été très surpris. Pour ma part, je me suis marié en 2025 et je devais encore faire l'annonce des bans de mariage. Donc ma femme et moi, on devait annoncer sur le site du gouvernement comme quoi qu'on allait se marier telle date dans telle ville, nos noms, notre adresse. Ça reste encore quelque chose à faire de nos jours. Ce que moi, du moins pour ma part, j'avoue avoir été assez surpris. De façon générale, les bans, là, c'était les 3 dimanches consécutifs
avant le mariage. Mais les futurs époux pouvaient demander une dispense, soit d'1, 2 ou même 3 bancs. Donc, de dire, moi, je vais n'en publier que 2 ou je vais n'en publier qu'un. On doit partir, par exemple, on est coureur des bois, puis on doit partir dans 2 semaines, ben, faut accélérer les affaires. Ou... Des choses comme ça, ou alors, dans des cas de seconde noces, on peut parfois demander des dispenses. Dans le cas d'un futur marié et ou qui est orphelin ou orpheline, ou alors quand on est très, très loin de notre terre natale, c'est le genre de raisons pour lesquelles on peut demander une dispense, mais évidemment, une dispense, c'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Donc, c'est une façon aussi pour les églises de s'autofinancer. Ah, donc, si on paye l'église, elle va nous autoriser. Ça, c'est particulier quand même, c'est douteux. Hein? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles on pouvait avoir besoin d'une dispense? Oui, ben en fait, les cas de consanguinité, j'ai fait une centaine de contrats de généalogie, puis chaque fois que j'ai un client qui voit que j'inscris qu'un mariage est consanguin, il y a toujours un peu une réaction. Une réaction un peu de dégoût, un peu de surprise. On s'attend à ce que ça soit son frère qui a marié la sœur. Non, on n'est pas là. Faut se remettre en contexte. On est dans des petites villes, voire villages. Puis souvent, là, il existe un lien de parenté avec pas mal tout le monde dans le village ou presque. Puis par lien de parenté, on s'entend là. C'est si les mariés, par exemple, avaient le même arrière-grand-père, c'était considéré comme un lien de parenté. On s'entend là, ces 2 mariés-là sont petits cousins. Ouais. Mais il existe quand même un lien de parenté. C'est-à-dire un mariage entre cousins directement, là, donc vraiment le fils du frère d'un de tes parents, ça existait. C'est pas aussi fréquent qu'on peut le laisser croire, mais faut pas penser non plus que ça existait pas, puis faut pas penser que tout le monde en région aussi mariait son cousin. C'est ça, ouais, on utilise souvent ça de façon péjorative, oui. ou encore pour décrire quelqu'un, par exemple, qui semble avoir un léger retard, on va dire, parce que la consanguinité trop près, donc cousin. Exactement. Ça peut amener quand même certaines torts au niveau génétique qui laissent des séquelles. Donc, si on veut marier quelqu'un qui a moindrement un lien de parenté avec nous, on va devoir l'annoncer au curé et qui, lui, va faire le message au monseigneur pour dire on a un couple qui va se marier, qui a un lien de parenté. Est-ce que vous acceptez qu'ils puissent se marier malgré tout? Vont payer une dispense pour dire oui, parfait, c'est correct, ils vont pouvoir se marier. Le mariage, la cérémonie en tant que telle va durer à peu près une 40aine de minutes, puis c'est un tarif de base qui est le même pour tout le monde. Par contre, si on veut plus de décoration, si on veut entendre des cloches à la fin, il y a toujours moyen de payer plus pour avoir plus. Donc encore là, l'argent est maître. L'Église ne dit jamais non à de l'argent, bien évidemment. Dans le cas où il y avait plusieurs mariages le même jour, ben on va débuter avec le mariage des gens les plus pauvres. Comme ça, on va pouvoir rajouter des décorations au fur et à mesure que la journée avance. Donc, si on a un mariage avec quelqu'un qui a très peu d'argent, on met très peu de décorations. Au prochain mariage des gens qui ont un peu plus d'argent, on en rajoute. Et ainsi de suite, parce qu'on disait que c'était plus facile d'en ajouter que d'en enlever à l'époque. Mais ça aurait été fin quand même que les plus riches mettent les décorations et les laissent pour les autres après. Mais malheureusement. C'était les coutumes de l'époque. L'empathie n'existait pas à cette époque. Tantôt, tu as dit, mon cher Guillaume, que la reproduction devait se faire une fois les liens sacrés du mariage prononcés. Donc, le mariage a eu lieu. 40 minutes plus tard, on est rendu à l'étape où on peut avoir des enfants. Ben, c'est pas loin de ça. Il faut attendre entre 8 et 11 mois après le mariage pour qu'une femme donne naissance au premier enfant du couple. Donc, il faut pas laisser croire qu'elle était enceinte au moment du mariage. C'est ça, hein? Ça revient à dire ça pas mal. Hein? C'est ça. Pourquoi 8 mois? Ben, il y a des conditions de vie qui fait que certaines femmes pouvaient accoucher d'avance, évidemment. Mais oui, effectivement, il y a certaines fois que le mariage avait été consommé avant l'union officielle. C'est environ 5% des femmes du 18e siècle qui sont déjà enceintes lors de son mariage. Lors de leur mariage. Donc, c'est pas des cas rares, là, quand même. 5%, c'est une personne sur 20. Là. Ouais, donc, quand même. C'est quand même beaucoup. Dans ces cas-là, on va se marier rapidement après avoir eu les relations sexuelles pour que si la femme soit déjà enceinte, ben faut pas que ça paraisse trop. Là, fait que rapidement, on va aller se marier avant que la petite bédaine à pousse. L'autre option, ben, c'est de s'exiler ailleurs pour quelques semaines ou voire mois, se marier là-bas et revenir soudainement enceinte. Là, vous me voyez pas, mais je mets le soudainement entre guillemets. On s'entend. Ouais. Donc, on essaie de partir pour que les gens oublient un peu le fil du temps, puis se dire, ah ben oui, OK, ça fit. D'après moi, elle était enceinte quand elle est partie. Il s'agit de brouiller les cartes un peu pour que les gens aient plus de difficultés à se faire des références temporelles, puis dire, non, attends une minute, elle s'est mariée telle date,
Là, elle a eu son bébé la semaine passée. Attends, ça faisait 7 mois et demi. Là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Exactement. Puis on sait, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose pour se divertir. Donc, des cancans et des potins, c'est toujours très intéressant. Oui, aussi. tout à fait. Après la première naissance, ça va prendre généralement 1 an et demi à 2 ans et demi avant qu'il y ait un autre enfant qui suit. Puis on s'entend, là, dans ce délai-là, il y a aussi un 9 mois de gestation. Là. Et on va garder ce rythme-là jusqu'à ce que la femme ait environ 40 ans, plus ou moins. Je pensais que tu en as dit jusqu'à temps qu'elle soit plus capable. Oui, c'est pas loin de ça. C'est pas mal ça, les pauvres. Au 17e siècle, là, un couple va avoir en moyenne 6 à 8 enfants. On le sait, la religion est très forte dans ces années-là. L'Église veut que les couples se marient. Ils veulent avoir des grandes familles aussi. Puis d'ailleurs, c'est même pas rare de voir un curé d'une petite ville, toc, 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 qui va aller faire une petite visite parce que, le couple a décidé que 3 enfants, c'était suffisant. Ben là, ils vont leur dire, vous savez, monsieur, madame, 3, c'est pas assez. Fait que, let's go, on repart la machine. Ouais, il y avait de la pression. Pression du clergé qui était très forte. Beaucoup de pression, effectivement. Au 18e siècle, la moyenne, elle va descendre là, de 4 à 6 enfants par famille. Par contre, les fausses couches sont très fréquentes. Comme c'était difficile pour un couple de se passer de l'aide d'une personne sur la Terre, en l'occurrence la femme, il n'est pas rare de voir les femmes faire des travaux physiques, même pendant la grossesse, surtout dans les premières grossesses. Donc, les morts prématurées aussi d'enfants, c'est quand même fréquent, sans trop vouloir alourdir là, l'épisode. Au Québec, à la fin du 19e siècle, c'est 1 enfant sur 3 qui décède avant l'âge d'1 an et c'est le triste record du taux de décès infantile le plus élevé dans tout l'Occident, malheureusement. Aïe, un triste record. On parle de décès, donc c'était pas rare non plus que l'homme ou la femme meurt, donc devenir veuf ou veuve, ça devait être quand même relativement fréquent. C'est quand même assez commun, puis donc c'est commun de voir également ce qu'on appelle des secondes noces, donc un deuxième mariage ou comme ma mère dit, un deuxième lit. Le deuxième mariage va arriver quand même assez rapidement dans le cas où il y a des jeunes enfants qui sont impliqués. L'homme qui est veuf, il n'a pas le temps de prendre soin de la famille, de l'éducation et tout ça, en plus de prendre soin de sa terre, de travailler des grosses journées. Et d'un autre point de vue, c'est la même chose. La femme qui est veuve n'a pas le temps de faire tout ce qu'elle fait pour sa famille, en plus de s'occuper d'une terre. Donc, c'est assez complémentaire pour chacun de dire « j'ai besoin de trouver quelqu'un d'autre assez rapidement ». Là, c'est encore plus des matchs de raison. D'autant plus. Puis, souvent, c'est soit une autre personne qui était veuve dans le village. C'est quand même pas rare de voir 2 personnes veuves se remarier ensemble. Mais effectivement, là, quand on a des jeunes enfants, mariage d'amour, on passe ça, là, on est vraiment dans le mariage de raison totalement. On disait lors du mariage, Guillaume, vous êtes maintenant mari et femme, à la vie et à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Est-ce que c'était vraiment le cas où il y avait des cas de séparation, de divorce? On est pas mal dans jusqu'à ce que la mort vous sépare. Par contre, il existe quand même certains cas. Là, pendant presque tout le premier siècle d'existence au Canada, en pratique, c'est seulement l'adultère qui peut justifier un divorce. C'est la seule façon pour la femme ou pour l'homme de demander le divorce de son conjoint ou sa conjointe. Par la suite, on va commencer à voir certains cas de divorce pour de la violence ou encore un homme qui dilapidait les biens familiaux. Donc, étant donné que c'était pas la femme, évidemment, qui gérait tout ce qui était patrimoine, quand l'homme en faisait pas une bonne utilisation, elle pouvait à ce moment-là demander aussi le divorce. À ce jour, le Québec est la province où on se marie le moins. Depuis 1972, le nombre de mariages au Québec est en chute libre. Il n'y a eu aucune hausse depuis 1972, autre que 2021 et 2022. Qui, on se doute, peut être expliqué par la pandémie, des mariages qui ont été annulés et reportés en 2021. Ouais. C'est la cause la plus probante là, de pourquoi ça a augmenté. Mais sinon, depuis 1972, c'est une chute libre, les mariages au Québec. Eh oui. Bien fascinant tout ça, mon cher Guillaume. Merci. Écoute, tu as parlé du travail très difficile que devaient faire les hommes et les femmes, mais celui de l'homme souvent était celui de travailler, de défricher la terre. Je te propose d'écouter une petite capsule historique où on parle justement de tout ce que ça représentait, défricher une terre. Ah, la vie de colon en Nouvelle-France. Qui n'a jamais rêvé de s'installer dans un immense coin de forêt vierge, sans électricité, sans Wi-Fi, sans voisins, sauf peut-être un orignal grincheux et 2 castors un peu trop sociables? Quand un colon débarquait avec sa petite famille, on lui donnait une belle terre.
qui en réalité ressemblait davantage à une jungle canadienne, plein d'arbres gros comme des clochers et de moustiques gros comme des pigeons. Son mandat, transformer tout ça en une ferme prospère, facile à dire. Alors il retroussait ses manches, souvent de chemises en lin râpeux, parce que les t-shirts I Love Nouvelle-France, ça n'existait pas encore. Et il commençait le fameux défrichement. Première étape, la hache. C'était l'outil multi-usage par excellence. Abattre un arbre, fendiller du bois, réparer une clôture et parfois frapper sur une bûche en criant des jurons en vieux français pour se défouler. Chaque arbre tombait avec un fracas, accompagné d'un ouf de soulagement. Suivi par un regard désespéré vers les 17 000 arbres qui restaient. Ensuite, il fallait s'occuper des souches. Et là, ça devenait personnel. Une souche, c'est un peu comme un mauvais locataire. Ça s'accroche, ça veut pas partir et ça vous fait suer pendant des jours. On utilisait des leviers, des chaînes, des chevaux, parfois même juste de la colère pure. Et quand, après des mois, le colon avait enfin un petit champ tout propre, il se retournait avec fierté et réalisait qu'il devait recommencer pour faire un autre champ. Parce que sur une parcelle de 6 mètres carrés, tu fais pas vivre 6 enfants, une vache, 2 cochons et un rêve d'indépendance agricole. En plus du défrichage, il fallait bâtir une maison, une cabane en bois rond, montée avec amour, sueur et morceaux qui ne fitent jamais tout à fait. Et comme les hivers étaient longs, genre très longs, mieux valait ne pas laisser passer trop d'air entre les rondins. Sinon, tu te retrouvais à dormir en mitaine en plein mois de novembre. Ajoutons à cela les charmantes distractions du quotidien. Le bois à couper, les semences à planter, les récoltes à espérer, les bestioles à fuir et bien sûr les enfants qui courent partout pendant que le père essaie de régler une querelle territoriale entre un renard et un coq. Mais malgré tout ça, nos colons tenaient bon. Parce qu'au bout de l'effort, il y avait quelque chose d'énorme. Un chez-soi. Un terrain qu'on avait conquis à la force des bras, de la sueur et de beaucoup de patience. Et aussi parce que, bon, une fois que tu as défriché un champ, tu veux pas recommencer ailleurs, hein? Défricher, c'était pas juste couper des arbres, c'était devenir propriétaire d'un petit bout de futur. C'était aussi pouvoir dire « Regarde, c'est moi qui ai fait ça. » Et non, c'est pas plate, c'est rustique. Alors, la prochaine fois que tu pisses parce que le gazon est trop long ou parce que la souffleuse est en panne, pense à ton ancêtre qui, en 1703, essayait de faire pousser des navets dans de la terre pleine de roches pendant qu'un ours rôdait autour de la maison. Et dis-toi que quelque part, il te regarde en se disant « Toi aussi t'es capable, mais commence donc par pelleter l'entrée. » C'est sûrement un élément, Guillaume, qui va revenir souvent dans nos podcasts où on va parler de la vie des colons et à quel point c'était pas facile. Hein? Souvent, on donne des détails historiques, puis ça semble pittoresque et tout semble magnifique, mais c'était vraiment de la job, là, vivre en Nouvelle-France à cette époque-là. C'était vraiment difficile, puis on le sait, là, avec le temps, on a trouvé plein de façons de faire, on a inventé des choses pour que la vie soit plus facile, mais je trouve vraiment que ta capsule démontre pas mal ce que, ben du moins on l'imagine, parce que j'étais pas là, mais démontre pas mal ce que les colons pouvaient faire et devoir vivre, puis pour vrai, j'adore ces capsules-là. Ça a l'air stagé, là, notre affaire, mais j'entends très rarement les capsules de Martin, il est fait seul, de son côté. Je les découvre souvent pendant l'enregistrement, donc j'ai quelques bons rires, même pendant l'écoute. Écoute, mon cher ami, aujourd'hui, pour notre section famille, t'en as choisi une, puis pas n'importe quelle. Oh non, mais avant de parler de notre ancêtre du jour, on a reçu la question comment on choisissait les noms pour nos émissions. On a décidé d'y aller dans les noms de famille les plus communs du Québec, évidemment, pour tenter de rejoindre le plus de gens possible. Pas parce qu'il y a des noms qui sont très peu communs avec des histoires vraiment incroyables, mais notre but est quand même d'essayer de rejoindre le plus de gens possible et parce que c'est souvent les histoires qui sont le plus racontées, le plus recensées. Aussi, on prend des familles qui ont un seul ancêtre ou du moins un ancêtre très, très, très commun. Je prends par exemple les familles Morin ou familles Langlois. C'est deux familles très, très populaires en France. Et ces deux noms de familles-là, chacun ont à peu près une vingtaine d'ancêtres qui portaient ce nom-là, qui est arrivé au Québec. Ouais, fait que si t'es un Morin, tu peux nous parler d'un des Morins qui est arrivé ici, mais c'est pas nécessairement l'ancêtre
de tous les morins. Il faudrait faire... Exactement. Il y a beaucoup de morins. Hein. Justement, les morins, si on le prend par exemple, puis je fais une capsule sur un des morins, ben s'il y a 5% des chances que ce soit l'ancêtre d'un morin qui nous écoute, on trouvait ça dommage de faire des capsules et de se dire, en fait, peut-être même de mal orienter les gens qui pourraient se dire « Hey, c'est mon ancêtre morin, justement », alors que ce ne l'est pas. Donc, c'est pas mal ça qui explique nos choix de thèmes. Mais là, on va parler aujourd'hui d'une famille très nombreuse. Quelque peu, et pourtant, c'est un ancêtre unique. Un ancêtre unique du nom de Pierre Tremblay. À ce jour, le nom de famille Tremblay est encore le nom de famille le plus commun du Québec, avec une personne sur 100 qui porte ce nom-là. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est surtout impressionnant que tout ça existe grâce à un seul homme. Pierre Tremblay, c'est le fils de Philibert Tremblay et de Jeanne Cognet, et ce couple-là va se marier le 3 octobre 1623 à Normandelle, en France. La naissance de Pierre Tremblay, quant à elle, va être estimée à 1626 dans la ville de Randonnée, toujours en France. La date est estimée parce que le registre des baptêmes de l'église de Saint-Malo, l'église de Randonnée, ne commence qu'en 1630. Allons-y d'abord avec un petit cours de géographie. Ah oui? Ah ben oui. Allez, on ressort les crayons et les feuilles lignées. Randonnée, c'est une ancienne commune, donc une ancienne ville qui est située dans le département de l'Orne, dans la région de la Normandie. Si on se rappelle le dernier épisode, on veut donc dire avec des mots là, d'ici que Randonnée, c'est une ville dans la région administrative de l'Orne, dans la province de la Normandie. D'ailleurs, Randonnée est à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Mortagne-au-Perche, qu'on a parlé dans l'épisode passé pour Zachary Cloutier. En 1647, possiblement inspiré par des gens de la région comme Jean Guyon puis Zachary Cloutier, Pierre va prendre la décision de quitter sa terre natale pour venir s'installer en Nouvelle-France et va signer un contrat le 9 avril 1647 qui va le lier à Noël Juchereau, qui sera son employeur pour les 3 prochaines années. Le contrat prévoit un salaire de 75 livres par année, la traversée aller-retour pour la France ainsi que de la nourriture. Noël Juchereau, là, c'est un nom qui est quand même assez connu pour le début de la Nouvelle-France, mais il est connu pourquoi? C'est qui Noël Juchereau? Hein? Noël Juchereau, dit des Châtelets, c'était un avocat et un membre de la Compagnie des Cent Associés. Il va naître à Tourouve, qui est également dans l'Orne, en 1693. En 1593. Oui, bonne réponse. Ça fait pas mal plus de sens. Noël vient d'une bonne famille là, qui a de l'argent, pour qui l'argent, c'est vraiment pas un problème. Donc, il va faire son cours d'études classiques. Puis, par la suite, il va même faire un cours en droit, ce qui lui vaut sa licence de pratique. Et par la suite, il va rejoindre la Compagnie des Cent Associés. Tu as déjà parlé de cette compagnie-là, les Cent Associés, mais c'est quoi exactement, juste pour qu'on comprenne bien? La Compagnie des Cent Associés, là, c'est un groupe d'investisseurs qui voulait peupler la Nouvelle-France. C'est 100 actionnaires, donc d'où le nom des Cent Associés. Et ces 100 actionnaires-là mettaient un montant de départ de 3000 livres français, qui est un montant très impressionnant pour l'époque. Et c'était pour payer toutes les dépenses de la colonie, payer le salaire des religieux qui allaient tenter de convertir les Autochtones à la religion catholique. Donc, eux, ils mettent tout cet argent-là en se disant, nous, on s'occupe de ça, la population, on va faire grandir ça. En échange, les Cent Associés avaient le monopole du commerce de la fourrure en Nouvelle-France. Ça n'a pas été un échec lamentable, les Cent Associés, mais les objectifs n'ont pas tout à fait été atteints. Donc, le roi de France va dissoudre la compagnie en 1663. Parfait, merci beaucoup. Si on revient maintenant à notre vedette du jour, Pierre Tremblay, il arrive en Nouvelle-France. Est-ce qu'il était déjà, il avait déjà signé son contrat quand il est arrivé? Comment ça... En fait, le contrat se signait en France, donc il a été signé en avril 1647. Donc, c'est 2 mois après avoir signé son contrat qu'il va s'embarquer sur le bateau La Marguerite le 6 juin 1647 et il va faire la traversée de l'Atlantique. La traversée va durer 2 mois pile, soit jusqu'au 6 août 1647, la date à laquelle il accoste à Québec. Je te dirais qu'en général, là, les traversées étaient entre 40 et 60 jours, dépendant des conditions météorologiques. Ouais, du vent. Exactement. Donc, une traversée de 2 mois pour Pierre Tremblay. On peut se douter que ça n'a peut-être pas été un voyage très, très facile, là. Il est âgé d'environ 21 ans à son arrivée au pays. Et tu te rappelles, Martin, plus tôt, j'ai dit que Juchereau payait le voyage aller-retour. Ouais. Tous les engagés, donc ceux qui venaient vraiment au pays
sous un contrat de travail, avaient l'opportunité de retourner en France après que leur contrat de travail allait être terminé. Mais Pierre, comme plusieurs autres engagés d'ailleurs, va décider de rester ici au Québec. Il faut croire qu'on a une belle terre, hein, parce qu'ils veulent rester. Ben oui. Il va même continuer de travailler pour Juchereau. Il va travailler sur les quais et il va accueillir la marchandise qui arrivait par bateau. Puis c'est ça d'ailleurs la grande différence entre les colons et les engagés. Les colons, c'était des gens qui venaient en Nouvelle-France dans le but d'y rester. Ils savaient qu'ils immigraient, ils s'en venaient ici. Là. Exactement. Eux, c'était su dès le début, c'est du long terme. Les engagés, en revanche, c'était des hommes qui s'en allaient là pour travailler avec un contrat qui avait une date de fin. Même si la très grande majorité vont décider de rester au Québec, finalement, il y en a quand même qui vont prendre l'opportunité de retourner dans leur terre natale. Une chance que notre cher Pierre est resté, parce que c'est grâce au fait qu'il est resté qu'il va connaître Ozanne Hachon. Ozanne, elle naît en juillet 1633 à Chambon, en France. Elle va arriver 10 ans après Pierre, donc en 1657, avec un certain programme qui s'appelle Les Filles du Roi. Ben oui. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, courez-y tout de suite. On en parle très longuement. Qu'est-ce que c'était les Filles du Roi? Tout fraîchement débarqué du bateau, elle va remarquer Pierre qui, lui, va la courtiser. Quelques semaines plus tard, le couple va signer un contrat de mariage et finalement se marier le 2 octobre 1657. Donc, ça a pris environ 4 à 5 mois entre le moment où elle débarque et le moment où elle se marie, comme on avait expliqué justement dans la capsule sur les Filles du Roi. Ils vont se marier dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, qui, d'ailleurs, cette basilique cathédrale est encore bien en fonction et surtout en beauté dans l'actuel Vieux-Québec. Pour devenir le nom de famille le plus populaire, ça veut dire que je présume que notre ami Tremblay a eu beaucoup de petits garçons. Surprenamment, pas tant. Ah, Pierre et Ozanne vont être les parents de 5 garçons et 6 filles et un enfant qui est mort-né dont le sexe n'était pas connu. Un des garçons, Jean, va décéder même par noyade à l'âge de 9 ans. Donc, c'est seulement, entre guillemets, 4 garçons qui vont poursuivre la lignée. On parle de seulement 4 hommes qui vont faire en sorte que ce nom de famille-là va être le plus populaire au Québec. Donc, on peut s'imaginer qu'eux-mêmes ont eu quand même quelques enfants. D'ailleurs, il y a seulement l'aînée, Madeleine, qui va naître dans la ville de Québec. Après la naissance de Madeleine, les Tremblay Hachon vont quitter la ville de Québec pour aller s'installer à l'Ange-Gardien sur la côte de Beaupré. On est toujours sur la rive nord du fleuve, un peu plus à l'est de Québec. Comme la très grande majorité des gens de l'époque, Pierre va évidemment pratiquer le métier d'agriculteur. Petit saut dans le temps, je vous amène en 1678. Pierre va signer un contrat de travail pour aller labourer les terres du Monseigneur Laval dans une petite ville qui est toute nouvelle, qui s'appelle Baie-Saint-Paul. Laval va même engager 2 des fils de Pierre qui sont rendus adultes. Donc, il y a 3 Tremblay qui vont aller s'installer à Baie-Saint-Paul pour travailler. Pierre va recevoir un salaire de 600 livres pour les 5 ans. Et il va même pouvoir garder la moitié des produits, donc des récoltes. Tout ce qu'il va avoir récolté, il peut en garder la moitié. Et l'autre moitié va évidemment aller au Monseigneur Laval. Bien oui. Pierre va décéder entre avril 1687 et novembre 1689. Donc, avril 1687, il est cité sur un acte de mariage comme quoi il était témoin. Et en novembre 1689, son épouse est citée comme étant veuve. Donc, on sait que c'est quelque part entre ces 2 dates-là. Il avait seulement 62 ans. En 1790, donc une centaine d'années plus tard, Jean-François Tremblay, son arrière-petit-fils, va construire le moulin seigneurial des Éboulements qui est encore en fonction à ce jour. On peut même aller le visiter. Intéressant, mon cher ami. Si vous allez aller l'eau coudre, entre autres, vous passez pas loin de là. Exactement. Écoute, s'il n'y a pas eu tant de fils que ça, notre ami Tremblay, par quelle action du Saint-Esprit ce nom-là peut-il se ramasser de façon aussi répandue? En fait, c'est surtout les descendants des Tremblay qui va faire que le nom va gagner de la popularité. Avant les années 1800, là, le nom Tremblay est au 19e rang seulement. Bon, seulement encore une fois entre guillemets. Au 19e rang des noms les plus communs, mais à partir de 1881, donc 80 ans plus tard, il va avoir passé de 19e rang au 3e rang des noms les plus communs. Les régions de Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tous des berceaux très impressionnants de Tremblay. Dans Charlevoix, c'est 13% des habitants qui se nomment Tremblay encore à ce jour. 10% pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 10% sur la Haute-Côte-Nord. Donc, si tu te rends au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as une chance sur 10 que la personne à qui tu parles ou qui te sert ton repas, ce soit une Tremblay. Quand même, hein? C'est presque impossible de ne pas connaître un Tremblay. Immense fan des Cowboys fringants que je suis. Petite pensée pour ce cher Carl Tremblay qui nous aura quittés trop tôt.
Aujourd'hui, plusieurs choses nous rappellent l'existence de Pierre et Ozanne. D'abord, il y a un monument qui est situé sur l'avenue Royale à l'Ange Gardien, qui est une retranscription de l'acte de concession de terre à Pierre Tremblay. Donc, lui, il s'est fait donner une terre et il y a toujours un acte qui vient avec ça pour dire, voici, tu vas avoir cette terre-là qui est située à telle place en échange de ça. Et cet acte-là a été retranscrit sur un monument. Il y a également un monument pour les pionniers de Baie-Saint-Paul, donc le nom de Pierre est mentionné également. Et l'Association des Tremblés d'Amérique a également apposé une plaque commémorative sur la rue Forget à Baie-Saint-Paul en l'honneur des Tremblés de la région. Finalement, il y a la rue Ozanne à Jonquière en l'honneur de la mère des Tremblés. Eh bien, écoute, maintenant qu'on a parlé des Tremblés, est-ce qu'il va nous rester d'autres noms de famille à parler dans les prochains épisodes? Je ne pense pas. Je pense qu'on arrête ça dès maintenant. Ouais. C'est terminé pour aujourd'hui. Non, bien évidemment, on va continuer, bien sûr. Pour la semaine prochaine, on va vous parler du feu, qui est le meilleur ami, mais surtout le pire ennemi des colons à l'époque. Et on va vous parler de Jean Côté, qui est l'ancêtre de tous les côtés du Québec. Oui, monsieur. Donc, un petit remerciement pour notre commanditaire, l'Institut Drouin. Certainement, l'Institut Drouin, des experts en généalogie au Québec avec plus de 100 millions d'images et de documents historiques, 15 outils de recherche et une communauté de milliers de membres. Guillaume Beaulieu, ce fut un plaisir de faire ce deuxième épisode avec toi. Et puis, j'ai déjà hâte à dans 2 semaines pour le prochain. Martin Archambault, c'est un heureux plaisir pour moi également de faire ce travail-là avec toi. Puis, juste du travail, mais c'est quasiment... On s'amuse. C'est plus de plaisir qu'autre chose. À vous tous, les auditeurs, on vous souhaite un bon 2 semaines. On se revoit bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé des contes.